On va s'intéresser au repas qui soigne. Voilà, avec nos invités. J'ai demandé au professeur Pierre Jésus de me rejoindre, professeur au CHU de Limoges et vice-président du collectif Lutte contre la dénutrition. Boris Tavernier, qui est déjà ici député de la 2e circonscription du Rhône. Boris Tavernier qui travaille en co-construction avec Restocco sur une proposition de loi sur l'alimentation à l'hôpital. Et puis on va demander également à Adrien Nézet de nous rejoindre. Adrien, venez me rejoindre sur ce plateau, soyez le bienvenu. Secrétaire général de Alim 50+, association qui imagine le futur de l'alimentation des seniors, responsable également des opérations nutrition et santé chez Sanae Nutri7, entreprise normande qui développe des solutions nutritionnelles pour traiter la dénutrition des personnes âgées. Et puis, alors, vous avez multicasquette, Adrien, puisque vous êtes aussi, on va le préciser, conseiller municipal à Rouen. Voilà. Asseyez-vous. Également nous a rejoint sur ce plateau Christophe Marie, vice-président de Restocco en charge du secteur santé médico-social. Restocco qui va relancer un plaidoyer pour le repas à l'hôpital et en EHPAD. On va en parler dans un instant. Et puis vous aussi, Christophe, vous êtes multicasquette, puisqu'on va le rappeler, ça a beaucoup d'importance dans cette table ronde. Vous êtes également ingénieur hospitalier en chef aux hôpitaux de Marseille, membre de l'UDIR, l'Union des ingénieurs de la restauration hospitalière. Et puis, vous avez fait partie du groupe de travail Alimentation pour bien vieillir du CNA, le Conseil national de l'alimentation. Voilà. Le repas, une prestation qui soigne dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou même à domicile. C'est un enjeu évidemment fondamental dans le parcours de soins. Tout le monde partage cet avis. Madame la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, qui était présente ici même il y a quelques minutes, l'a rappelé. Voilà, ça c'est une certitude, c'est un avis que tout le monde partage. Maintenant, dans la réalité, évidemment, il y a un petit écart. C'est ce qu'on va évidemment échanger. Ça va être l'objet de notre échange aujourd'hui. On va dire que Restocco travaille depuis 2019 sur ce sujet du projet repas à l'hôpital. Et puis d'autres acteurs travaillent également sur ce sujet. Alors l'idée de ce rendez-vous, eh bien, c'est à la fois de parler de l'actualité et puis des pistes de progression autour de ce sujet. Justement, Christophe, peut-être on va faire une photographie de ce qu'est le repas à l'hôpital aujourd'hui. Quels sont les enjeux, les problématiques autour de ce sujet? Alors, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la ministre. Le repas en santé et médico-social, c'est 1,7 milliard de repas servis par an. Quasiment 50% des repas de la restauration collective sont dans le secteur de la santé et du médico-social. Le repas à l'hôpital, c'est quelque chose qui est complexe, puisque, comme on le disait tout à l'heure, on a des coûts denrées qui sont extrêmement bas. Hein. On est à plutôt entre 2 euros, 2,20 euros le coût repas, le coût denrées, 5 euros, 6 euros la journée alimentaire, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, collation, etc., avec 4, 5, 6 composantes. Donc pour nous, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a des contraintes sanitaires extrêmement fortes. C'est compliqué parce qu'on a en face de nous des patients, des clients, entre guillemets, qui sont très affaiblis et il faut en prendre soin. Et c'est devenu complexe avec Egalim, c'est devenu complexe avec Climat et Résilience parce qu'il a fallu s'engager à absorber aussi des produits de qualité. Or, ce qu'on disait tout à l'heure, on est le mauvais élève, hein, à ma cantine, on doit être à 5% de produits de qualité, 12% de produits de qualité dans la santé, alors que on est censé être un soin, participer aux soins, et ce que je disais tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup d'études aujourd'hui, scientifiques, qui démontrent qu'une alimentation saine à l'hôpital permet de mieux guérir et psychologiquement de mieux guérir également. Voilà. Donc nous, effectivement, que ce soit Restocco ou même l'UDIR, hein, l'Union des ingénieurs hospitaliers en restauration hospitalière, donc, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'à un moment, il y ait un budget alimentaire qui soit sanctuarisé, que les économies réalisées soient réinjectées dans l'achat de produits de qualité, nous permettent de mieux travailler et qu'enfin ce repas soit réellement considéré comme un soin, d'accord, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce budget alimentaire reste la variable d'ajustement de l'hôpital et c'est un peu compliqué pour nous. Voilà. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais effectivement, Restocco a travaillé sur différentes pistes. Hein, il y a un plaidoyer, etc. Mais bon, on reviendra sûrement pour en discuter.
On en parlera évidemment tout à l'heure. Professeur Pierre Jésus, là c'est aux professionnels, aux soignants que je m'adresse. On l'a dit, tout le monde partage ce point de vue. Le repas doit être intégré dans le parcours de soins. Éclairez-nous, est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas à l'hôpital? Alors finalement, quand un patient va rentrer dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, il va venir pour sa pathologie ou avec ses pathologies. Et finalement, le risque principal, avec toutes ces pathologies, traitements et autres, c'est que le patient ait une perte d'appétit. Avec cette perte d'appétit, il aura assez souvent quand même une perte de poids plus ou moins importante. Et puis derrière, je représente le collectif de lutte contre la dénutrition. La dénutrition, et on l'abordera juste après. Ça a été dit, finalement, cette dénutrition, elle va malheureusement aggraver le parcours de soins du patient. Elle va aggraver la cicatrisation, elle va aggraver la tolérance au traitement, chimiothérapie, radiothérapie. Elle va augmenter la durée de séjour hospitalier. Donc on a pu voir le coût finalement du repas. Un séjour hospitalier, une journée à l'hôpital, c'est en moyenne à peu près 1 500 €. Donc finalement, entre le rationnel d'un repas de qualité et d'une journée d'hospitalisation, on a une balance extrêmement importante de l'une à l'autre. Donc il ne faut pas que ce soit bien sûr les repas la variable d'ajustement. Et au contraire, en ayant des repas, alors pour nous finalement le sain, c'est surtout d'avoir de l'énergie, des protéines, de la densité finalement nutritionnelle pour que la personne elle puisse cicatriser, lutter contre sa pathologie. Le parcours de soins, on essaye de le mettre en place au sein des structures hospitalières avec des structures qui s'appellent les CLAN, les comités de liaison alimentation-nutrition, qui font tout le lien entre les professionnels de la restauration, la direction, les soignants, et pour organiser ce parcours. Ça veut dire que les soignants, aujourd'hui, aussi ont besoin du repas dans le parcours de soins? Alors, finalement, on va être dans tout le parcours, de la préparation du parcours jusqu'à la distribution de celui-ci. Donc, évidemment, distribuer un plateau en expliquant au patient ce qu'il a, en lui donnant envie finalement aussi de manger, c'est extrêmement important. Alors on verra tout à l'heure les pistes et puis les préconisations justement du collectif de lutte contre la dénutrition. Mais avant, j'aimerais qu'on donne la parole à Boris Tavernier. Donc je rappelle, vous êtes député, vous êtes dans la préparation d'un texte sur l'alimentation à l'hôpital qui sera soumis à l'Assemblée nationale à la rentrée, si j'ai bien compris. On va le déposer. Après, l'agenda des textes ne m'appartient pas. Alors évidemment, la question est un peu compliquée, mais donnez-nous un peu quelques pistes comme ça de ce que va contenir ce texte. Moi, je suis parti vraiment d'une réflexion. J'ai une amie qui a été hospitalisée après un accident grave. Elle a eu peur de perdre l'usage de ses jambes. Et elle a demandé au chirurgien, « Mais docteur, qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux ?» Et il lui a répondu, « Bien manger. » Et ensuite, elle m'a envoyé quotidiennement les photos de ses plats. Et effectivement, entre la préconisation du médecin et la réalité, il y avait encore pas mal de boulot. Donc ça a été aussi une prise de conscience pour moi. Ça fait 20 ans que je travaille sur les questions d'alimentation, pas en tant que député, parce que j'y suis depuis pas longtemps. Donc on a commencé à réfléchir à une proposition de loi avec les acteurs concernés. Je ne fais pas ça tout seul dans mon coin. M'appuyer sur ceux qui savent, c'est important. Donc il y a évidemment dans cette proposition de loi un angle symbolique de légitimer la place de l'alimentation dans l'hôpital et puis de conforter ceux et celles qui se battent pour mieux manger. Il y a l'angle financier, on en a beaucoup parlé. Il ne faut plus que l'alimentation soit cette variable d'ajustement. C'est déjà le cas dans les ménages partout en France. Donc il faut qu'on puisse sanctuariser un budget. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut l'augmenter de 50 centimes, de 1 €? Est-ce qu'il faut des prix planchers? Tout ça, c'est encore à définir, à réfléchir. Il y a aussi cet angle de la gouvernance. D'ailleurs, on parlait sur le plan financier, est-ce que l'alimentation peut devenir aussi un critère de l'IFAC? Ça pourrait être une piste intéressante. Et il y a la question de la gouvernance. On parle de cette... de cette variable d'ajustement financière, mais il y a aussi une variable d'ajustement décisionnelle. Il faut que les chefs d'établissement, il faut que dans la direction, on parle de l'alimentation concrètement, si on veut vraiment que ça devienne quelque chose qui soigne. Et enfin, ça a été dit tout à l'heure en introduction, l'alimentation, c'est pas juste remplir des ventres, c'est pas juste se nourrir, il y a la question de partage, la question de plaisir. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait de cet à côté? Où est-ce qu'on prend notre repas? Avec qui? Donc de pouvoir faciliter la venue des proches au moment des repas peut être aussi important. Est-ce qu'on est obligé systématiquement de prendre notre repas dans un lit seul? Donc il y a
il y a vraiment tous ces enjeux qu'on est en train de travailler et j'ose espérer, vous voyez bien cet hémicycle qui est très fragmenté, qu'un projet comme celui-ci puisse parler à tout le monde. On est, là, il n'y a pas de parti, quoi. On est tous confrontés à ça. Donc voilà, pour un repas qui soigne, il va falloir qu'on soigne le repas. Alors, Boris Tavernier, on vous connaît, vous êtes connu pour lutter depuis de nombreuses années contre la précarité alimentaire. Une fois que vous avez mis le nez dans ce sujet, vous avez été surpris de ce que vous avez découvert ? Malheureusement, non, parce qu'on a beau avoir des mots d'amour de notre ministre de l'Agriculture, les actes ne sont jamais là. J'ai été quand même très surpris de l'entendre parler d'alimentation durable. J'espère que ça n'a pas trop écorché de dire ces mots. Non, il n'y a pas de volonté politique, en fait, clairement. On veut économiser sur tout, et notamment sur l'alimentation. Donc, je me doutais bien qu'effectivement, oui, c'est encore une fois la dernière roue du carrosse. Et ça, malgré... moi, je ne tape pas sur les chefs cuistots, je ne tape pas sur les équipes de restauration qui se bagarrent au quotidien pour donner le meilleur. Mais voilà, on ne fait pas de magie sans moyens. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut mettre un peu de pression à la ministre pour que ces paroles se transforment en actes forts. Christophe Marie. Vous pouvez applaudir, hein, évidemment. Ça, voilà. Christophe Marie, juste une réaction, puisque justement dans les pistes explorées par Boris Tavernier et puis le groupe de travail à cette proposition de loi, ça rejoint un peu évidemment les pistes et les expérimentations menées par Restauco dans le projet à l'hôpital, repas à l'hôpital, hein, qui s'est déroulé entre 2018 et 2022, si je ne dis pas de bêtises, et notamment dans ces expérimentations menées, il y avait le self autonome. Les recettes enrichies, intégrées dans les soins. C'est fait partie des pistes, ça, à explorer, justement. Alors, effectivement, monsieur le député, vous l'avez dit, il faut que ce soit déjà quelque chose qui soit de façon institutionnelle, ce soit approprié par la gouvernance et qu'il y ait une vraie volonté de lancer. Donc ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, nos directeurs généraux d'hôpitaux, les directeurs d'hôpitaux, n'ont pas forcément des objectifs fixés sur l'alimentation saine, durable à l'hôpital. Bon, donc là, il y a un sujet. Alors nous, effectivement, chez Restauco, pour essayer, mais d'un point de vue une approche technique, on va dire, du technicien, hein, pas de la gouvernance, on a travaillé sur certains projets, repas à l'hôpital. On travaille en ce moment avec aussi plus de bio dans l'assiette de nos aînés, où 3 GHT ont été retenus pour travailler sur ce sujet-là. On a contribué également au Conseil national de l'alimentation, à la vie 92, vous en avez parlé, sur l'alimentation pour bien vieillir. Et on s'aperçoit que l'alimentation pour bien vieillir, en fait, ça commence quasiment à la naissance. J'ai appris qu'à partir de 40 ans, ça s'accentuait. On va en parler avec Adrien Nézet dans un instant. Donc, bon, voilà. Et après, effectivement, ce que je vous disais en préambule, les économies faites par les services de restauration doivent être réinjectées dans des achats de façon à enrichir des recettes, de retravailler des recettes, changer des modèles alimentaires, le nombre de composantes, etc. La distribution du repas. On parlait vous parliez, monsieur le député, de gouvernance, etc. Il y a un volet dont on ne parle pas, vous avez parlé plaisir, c'est l'hospitalité en fait. Ouais. L'hospitalité hospitalière, pas l'hôtellerie. L'hospitalité avec toutes les valeurs que ça intègre. Et à mon avis, il y a un gros travail à faire là-dessus pour faciliter justement ce repas plaisir et aider tout le monde à s'engager dans la qualité du repas à l'hôpital. Voilà. Vous parlez de plaisir, c'est important évidemment. Et lorsqu'on parle de lutte contre la dénutrition, professeur, le plaisir évidemment, ça c'est important également. Tout à fait. Alors, pour avoir quelques chiffres en tête, hein, vous avez à peu près une personne sur 3 de dénutrie à l'hôpital. Ça peut monter jusqu'à la moitié des personnes en secteur de gérontologie. Donc, vous baladez dans un secteur dédié à la personne âgée, une chambre sur 2, hein, la personne, elle est dénutrie. Donc, bien sûr, pour que les personnes puissent manger, il ne faut pas qu'il y ait de restrictions alimentaires. Hein. Alors, je déteste ce terme, le mot régime, hein, ça il faut le supprimer, c'est l'alimentation. Donc, il y a des recommandations nationales de notre société savante, et puis en collaboration avec la FDN qui est représentée aussi ici, hein, donc
la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme, pour limiter le nombre on va dire de restrictions, hein, que les alimentations thérapeutiques et non les régimes soient vraiment dédiées aux bonnes pathologies. Le diabétique, il doit manger comme tout le monde, hein. On ne faut pas le restreindre. Pourquoi une personne dans une chambre double, d'un côté, il y en a un qui a le droit à un dessert sucré et pas l'autre? Voilà, c'est pas comme ça qu'on soigne le diabète. Donc, pour avoir du plaisir, c'est tout ce qui va être appétant. C'est le sucré, c'est le salé, encore plus chez les personnes âgées. Il faut qu'il y ait des sources de protéines aussi. Alors, on parlait de la végétalisation, mais à l'hôpital, c'est différent. Finalement, on a des personnes malades. On n'est pas pour de la prévention finalement de maladies. La personne, elle est là, elle doit lutter contre sa maladie. Il lui faut des sources de protéines animales qui sont bien métabolisées aussi. En général, c'est un secteur sur lequel on fait des économies aussi, parce que c'est ce qui coûte cher, le bœuf et autres, hein. Et donc, bien sûr, il faut, voilà, tout ce goût est extrêmement important, et avec tout le travail aussi de ce secteur de restauration qui est l'adaptation des textures, finalement, que ce soit dans le sanitaire et puis le médico-social. Quand vous avez des textures adaptées, il faut que ce soit appétant pour les personnes, que la personne elle arrive à savoir ce qu'elle peut manger. Voilà, donc ce sont les pistes et les recommandations, hein, pour lutter contre la dénutrition en milieu hospitalier. Donc c'est supprimer ou réduire, voilà, donc les restrictions alimentaires, mais aussi tous les régimes spécifiques, voilà, et puis collaboration entre tous les services. Ça, c'est indispensable, hein. Si le secteur de soins ne travaille pas avec les services de restauration, et puis en lien avec malheureusement la partie financière, c'est-à-dire la direction, ça ne fonctionne pas. On va rappeler peut-être que la semaine nationale de la dénutrition, c'est du 17 au 23 novembre prochain. Tous les établissements de la restauration collective peuvent participer à cet événement. Tout à fait. Alors, vous avez une semaine nationale pour sensibiliser finalement les professionnels, les aidants, les patients, les familles à la dénutrition. Donc, le collectif de lutte contre la dénutrition a fait des guides d'action. Il y a un guide qui est dédié à la restauration collective. Alors, on aurait voulu l'amener, malheureusement, on a eu un problème logistique, mais vous pourrez le trouver sur le site du collectif. Et vous pouvez, dès demain, vous inscrire pour les actions que vous pouvez mener dans vos établissements. Et vous recevrez aussi des kits de communication en fonction de ce que vous souhaitez. Et il y a une autre action importante, c'est aussi l'opération Cuisine ouverte qui intéresse à peu près 300 EHPAD, où c'est un concours culinaire finalement, avec des chefs, hein, Christian Tête-Doigt pour le côté salé, et puis Sandrine Baumanotin pour le côté sucré, où là c'est montrer vraiment le travail culinaire des professionnels de la restauration collective en EHPAD. Donc le concours pour 2025 sera ouvert. Voilà. Opération cuisine ouverte en EHPAD, voilà. Donc c'est en tout cas cette opération du 17 au 23 novembre prochain. Merci professeur. Alors dans les pistes aussi, on voulait explorer certaines pistes et notamment Adrien Nézet sur les DADFMS, parce que là on va parler de denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, hein, c'est ça, des produits donc alimentaires destinés à des personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. C'est l'une des pistes peut-être justement pour faire du repas un soin qui soigne. Et là, on va parler notamment de budget aussi. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si c'est une piste, mais en tout cas, c'est un élément de réponse très concret à la question qui était posée aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que le repas est une prestation qui soigne? Et à travers cet exemple donc des DADFMS, a priori oui, enfin, en tout cas on a une réponse réglementaire, c'est-à-dire qu'il y a des compléments qui peuvent être intégrés directement dans des préparations, à condition, et je pense que ça a été le sens aussi de cette table ronde, à condition que le repas reste un moment plaisir. Parce que, évidemment, alors que ce soit à l'hôpital, encore plus aussi en EHPAD, où ça reste ce moment très spécifique, attendu, de sociabilité, quand c'est encore possible, eh bien, il faut que ça reste quelque chose qui reste authentique. Et moi, en tant que secrétaire général d'Alim 50+, l'association qui travaille sur ces questions-là, et notamment sur les questions de tendance, d'évolution des pratiques alimentaires, des habitudes culinaires, eh bien, on essaye d'explorer aussi ce que seront demain les tendances des habitudes des personnes âgées, des personnes un peu moins âgées. Effectivement, vous avez évoqué, alors c'est 50 ans à peu près, où il faut qu'on s'intéresse un peu plus à ces questions de nutrition, à ce qu'on consomme en termes de pratiques alimentaires. Mais ces évolutions, elles ont un impact. C'est-à-dire que ceux qu'on apprécie à 80 ans,
peut-être qu'aujourd'hui, à 50 ans, on apprécie autre chose, parce que, effectivement, les habitudes, elles évoluent. Notamment, nous, on travaille particulièrement sur la question du snacking, le snacking des seniors, par exemple, et qui est aussi une façon de prendre en charge les sujets de dénutrition, c'est-à-dire à partir du moment où on a des produits qui sont enrichis, eh bien, on peut venir combler, en tout cas, les déficits et s'arrimer aux recommandations de la Haute Autorité pour la santé. Et puis dernier point peut-être que je voulais évoquer, parce qu'on l'a dit, la question elle doit être anticipée par rapport aussi à l'hospitalisation et même par rapport aussi au vieillissement, c'est la question de la prévention de la dénutrition. Alors je l'ai dit, on peut commencer à y réfléchir à partir de 50 ans, mais il y a là, il me semble, quelque chose, et c'est plutôt une piste d'ouverture et de réflexion plus qu'une réponse à proprement parler, je ne suis pas sûr de détenir la vérité vraie, mais en réalité, on le voit bien, les habitudes, elles évoluent, notamment le portage de repas à domicile. On commande aujourd'hui tout à chacun plus facilement un repas à domicile. Eh bien, demain, peut-être que c'est aussi une piste pour aller chercher un enrichissement qui, là encore, vient voir le repas comme une prestation qui anticipe, qui prévient et qui, derrière, nous permet aussi de dégager des marges de manœuvre pour justement faire en sorte qu'à l'hôpital, eh bien, on ait un peu plus de moyens aussi pour le budget alimentation. Donc voilà, vous voyez, c'est un cercle vertueux qui, je crois, qu'on doit activer. Et ce qui est intéressant, finalement, aussi, dans ce qu'on entend, Adrien, c'est qu'une bonne alimentation, une bonne nutrition, je parle évidemment sous votre aval, professeur, c'est que ça permet aussi un maintien à domicile, donc une hospitalisation retardée également. Tout à fait. C'est un point extrêmement important finalement, puisque la personne qui va vieillir, si elle vieillit avec un état nutritionnel satisfaisant, elle a moins de risques de se compliquer, d'avoir une chute, de se fracturer la hanche, de finir en service d'orthopédie, malheureusement, après de pouvoir ne plus rentrer chez elle. Donc c'est aussi un modèle économique, finalement, en évitant toutes ces complications liées à l'altération de l'état nutritionnel. C'est du domicile à l'hôpital, comme ça la personne elle peut rentrer aussi dans un état moins sévère finalement, puisque l'hôpital malheureusement va avoir tendance à aggraver son état nutritionnel et à faire que la personne ne retournera plus à son domicile et basculera sur plutôt finalement malheureusement des fois des structures d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il y a des pistes, il y a des préconisations. En tout cas, c'était intéressant aussi de pouvoir les partager aujourd'hui avec vous. Christophe, on va peut-être terminer sur porté pour le repas à l'hôpital et en EHPAD par Restocco. Parlez-nous un peu de ce plaidoyer, vous en êtes où? Oui, effectivement, donc c'est un plaidoyer, ce qu'on disait tout à l'heure. Le coût denrée ne peut plus être la variable d'ajustement des établissements de santé médico-sociaux. Les économies réalisées doivent être réinjectées dans des achats de produits de qualité pour améliorer la prestation alimentaire, nutritionnelle, plaisir, etc. On aimerait effectivement aussi dans ce plaidoyer que le repas soit vraiment considéré comme un soin, un véritable soin, et ça intègre donc toute la chaîne, de l'acheteur, du financier, jusqu'au personnel médical, jusqu'à l'ASH, enfin l'AS qui va servir le repas et autres, d'accord. Et puis, ça veut dire qu'en parallèle, nous aussi, on doit repenser un nouveau modèle alimentaire avec des recettes différentes, enrichies, qui tiennent compte des produits locaux, plus facilement accessibles, etc. Donc, ça ne peut pas être traité simplement par les responsables de restauration. C'est quelque chose de collégial et d'institutionnel. Voilà. Collectif, effectivement, une prise de conscience collective en tout cas. On va peut-être vous entendre, en tout cas, si vous avez des questions à poser ou si vous souhaitez vous aussi apporter un témoignage. On va dans un premier temps peut-être donner la parole à Philippe Pouillard. Philippe Pouillard, il est enseignant-chercheur en pratique culinaire et santé et spécialiste en onconutrition au sein de l'Institut Polytechnique Unilassal. Déjà, peut-être un mot sur ce que vous venez d'entendre, peut-être une réflexion, puis ensuite, dites-nous un petit peu, aujourd'hui, que dit la recherche en termes, justement, de repas qui soignent à l'hôpital? Alors, oui, je veux bien en plus, petit souci technique. Alors, écoutez, déjà, merci. Vous avez brassé tout ce qu'il fallait brasser. Ça, c'est important. Oui, je suis prof, effectivement, à Unilassal, c'est une école d'ingé, docteur en immunopharmacologie et chef cuisinier. Donc, je vais plutôt prendre ma toque ce matin que mon étiquette de prof. Je travaille avec Christian en tête doigt aussi aux Eurotoc. Et donc l'idée c'est, alors j'ai noté 3-4 points.
Baisser le nombre de composantes du repas le soir parce que c'est devenu immangeable pour quelqu'un de fatigué qui ne mangera pas tout ce qu'on lui propose. Donc désolé aux amis du GEMRCN, mais il va falloir retravailler sa copie. Ensuite, effectivement, Egalim peut nous aider parce qu'entre la végétalisation et la quantité de protéines, on en parlait tout à l'heure à manger, il y a des super associations à faire pour éviter de gaver une personne qui n'a pas envie de manger. Il y a des super solutions et les chefs vont pouvoir s'y pencher. L'hôpital, c'est aussi à la maison parce que l'hospitalisation à domicile, c'est aujourd'hui et c'est demain. Donc, le portage à domicile, c'est une évidence. Surtout sur, maintenant, la durée moyenne de séjour à l'hôpital, la DMS, est hyper courte. Hein. Moi, je suis en cancérologie, hein, donc vous imaginez le dossier. Le GEMRCN, ne me suffit pas. Les DAD FMS se cuisinent. Donc oui, il y a bien à cuisiner avec les DAD FMS pour se les approprier à la maison ou en resto-co. Génial le self-autonome parce que ça permettra de rendre acteur le malade même en milieu de soins alors qu'aujourd'hui on lui apporte tout à la chambre et qui repart pour 70% non touché pour être déroché en cuisine et s'apercevoir que tout est resté dans le plateau, donc génial. Et puis, hospitalité, c'est vraiment rendre le patient acteur, sa famille aussi. J'entendais La Poste à Santexpo qui disait qu'ils font du portage à domicile et qu'ils mettent des flyers pour informer la famille de quoi faire de tout ça maintenant sur le plateau. Mais c'est juste génial, saveur et vie, etc. Et que ce soit le privé ou le public, tout le monde est dedans. Et moi, ça me gratifie. J'ai ici des étudiants ou anciens étudiants qui sont dans ce pipeline du restauration hôtellerie de santé, parce que l'hôtellerie, ça compte d'aller jusqu'au lit. Donc je suis heureux. Maintenant, j'entendais la ministre aussi, il faut le faire. Et puis un dernier petit mot, rendez-vous dans 1 heure, une petite signature de dédicace de livre, il s'appelle « Soigner son assiette pour mieux vivre durant un cancer », c'est sur le stand Restoco. Et merci. Merci à vous, merci. Voilà, on rendez-vous dans 1 heure sur le stand Restoco pour justement découvrir votre livre et puis échanger. Avez-vous des questions, des remarques? Voilà, j'ai le micro, n'hésitez pas. Il nous reste 3-4 minutes. Si vous voulez partager, monsieur, je viens vers vous. Bonsoir à tous, bonjour plutôt, Philippe Gallet. Juste pour rebondir sur la table ronde précédente, on parlait des restaurations collectives. Là, vous parlez du médico-social. Moi, j'aimerais mettre un mot au centre qui a 35 ans. Quand j'ai débuté mon métier, on parlait de restauration sociale et collective. Et j'aimerais bien qu'on remette ce mot au centre. Boris, qui défend la sécurité sociale de l'alimentation, en sait quelque chose. Donc vraiment, remettons le mot social dans notre métier. Merci, monsieur, pour ce témoignage. Boris Tavernier, si vous voulez réagir, vous pouvez le faire, hein, évidemment. Non, mais je suis d'accord, évidemment, la question que la dimension de l'alimentation passe de l'individuel au collectif est hyper important, donc la socialisation de l'alimentation. Je rejoins évidemment Philippe. Pas d'autres questions, pas d'autres témoignages. Voilà, on voulait vous remercier. Je vous remercie en tout cas tous les 4 voilà, pour ce témoignage, pour ce retour d'expérience sur le repas, une prestation qui soigne. On peut les applaudir. Voilà, bravo.